Bonjour Karine. Bonjour Christophe. Ça va bien? Oui, ça va bien. En forme? Oui. Bon, Pierre Perrat, bonjour. Et bonjour Christophe. Vous êtes chargé de mission énergie à l'espace Info Énergie de Tulle et avec vous, c'est une proposition que vous nous avez faite. Vous nous avez dit, tiens, je reviendrai bien sur le plateau. Vous parlez de la rénovation du bâti ancien parce que l'on habite le sud de la région Nouvelle-Aquitaine, à Pau, à Agen, à Oloron-Sainte-Marie, à Jurançon, ou que l'on habite le Marais Poitevin ou les Charentes ou le Limousin, le bâti ancien fait partie de nos paysages. Il dessine nos paysages. On est là sur des bâtis tout de même différents que l'on habite le sud ou le nord de la région, on est d'accord? Tout à fait. En fait, le bâti ancien reflète les terroirs en premier lieu. Pourquoi? Parce que les matériaux de construction du bâti ancien sont toujours liés à la géologie du site. Donc, effectivement, les maisons anciennes reflètent notre beau territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Exactement, avec un peu plus de pierres calcaires du côté des Charentes et un peu plus de granit si on va vers le Massif central, les Pyrénées ou bien encore le Limousin. Avant de partager avec vous à la maison quelques conseils, quelques trucs et astuces sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, au fond, quand on regarde nos paysages, on voit du bâti ancien et on se dit à chaque fois, ils avaient de l'idée les anciens. C'est du bon sens très souvent, les constructions anciennes. C'est tout à fait ça. On n'a rien inventé avec le bioclimatisme. Il était déjà prégnant dès le néolithique, j'ai envie de dire, avec l'implantation sur site des maisons, toujours protégées du vent, toujours avec des façades vitrées qui étaient plein sud pour avoir des apports solaires gratuits. Non, on n'a vraiment rien inventé. Alors que ce soit à la campagne ou à la ville, on a récupéré des images de la rénovation, de la restauration d'une échoppe bordelaise. Finalement, même quand on restaure ce type de bâtiment, on s'aperçoit qu'en ville, il y avait aussi du bon sens de la part des anciens. Si les murs se touchaient, ce n'était pas que pour gagner de la place, c'était pour gagner de l'énergie aussi. Tout à fait, la mitoyenneté favorise la consommation basse d'énergie dans le bâtiment. Moins on a de façades et de murs en contact avec l'air extérieur froid, et mieux on est protégé évidemment des intempéries, et plus il est facile de chauffer sa maison. Alors là, on le voit, parce que ça peut inquiéter quand on a envie de restaurer, de rénover du bâti ancien. On se dit, ok, très bien, mais je ne vais pas non plus me chauffer au bois, cuisiner au bois. Est-ce qu'on peut réintroduire le confort moderne? Est-ce qu'on peut mettre dans une maison ancienne tout ce qui fait la modernité de notre cadre de vie? Bien entendu, on a juste des préceptes en fait de bon sens, vous l'avez dit, à respecter. C'est-à-dire des matériaux de rénovation qui vont devoir respecter les murs, respecter les particularismes des murs anciens et notamment ce qu'on appelle la perspirance, c'est-à-dire le passage et la migration de la vapeur d'eau dans ces parois. Il faut éviter absolument d'emprisonner l'eau dans les murs. Après, on fait ce qu'on veut dans du bâtiment ancien. Il y a juste ces règles fondamentales à respecter. Qui sont toujours du bon sens. Karine, vous avez eu une expérience malheureuse, c'est ça? Oui, enfin, j'ai une magnifique maison, mais une maison ancienne. Et effectivement, j'ai connu des petits déboires au niveau de la rénovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à qui on fait appel, qui on fait travailler, c'est ça? Oui, souvent, ça paraît énorme. Donc, on fait appel à effectivement un maître d'œuvre ou à des artisans. Mais c'est vrai que tous les artisans ne sont malheureusement pas prêts à travailler le bâtiment ancien parce qu'il y a des règles à respecter. On va en parler, ouais, voilà. bien sûr. Ça s'apprend. Ça aussi, s'apprend. évidemment. Alors, quand on est dans une maison ancienne, c'est un choix, souvent, d'acheter de l'ancien, de le restaurer, de le rénover. Et on a envie, même si on peut y apporter, vous avez répondu à cette question, du confort moderne, on a envie d'utiliser des matériaux du coin, des matériaux comme le faisaient les anciens. Est-ce que c'est là le premier conseil à donner à ceux qui veulent rénover? Respecter les matériaux déjà utilisés. Tout à fait, il faut observer déjà. Observer comment fonctionne la maison, prendre le temps de la réflexion, comprendre les matériaux qui ont été employés. Effectivement, c'est souvent des matériaux locaux, alors de la terre, ça peut être de la chaux, et comprendre comment cela va fonctionner avec l'usage moderne, justement. Pourquoi? Parce que le bâtiment ancien il était souvent occupé en permanence. Aujourd'hui, on a des modes de vie avec de l'intermittence d'occupation qui provoquent l'inconfort. C'est pour ça qu'on doit chauffer en permanence un bâtiment et parfois avec beaucoup d'énergie. On a des exigences aussi dans notre domicile que n'avaient certainement pas nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Alors il y a une chose qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que les bâtiments anciens n'étaient pas réalisés pour être chauffés. C'est-à-dire il y avait des apports d'énergie, mais qui étaient toujours liés au domestique, à l'usage domestique. C'est-à-dire si on avait une cheminée, c'était plutôt pour cuisiner que pour chauffer. Tout à fait. On prend les Cantoux en Limousin, en aucun cas, et c'est bien le problème d'ailleurs de leur restauration, en aucun cas ils étaient destinés à chauffer les volumes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on orientait la maison pour prendre un maximum de soleil du sud et du sud-ouest ou du sud-est le matin, et on orientait les façades moins ouvertes vers le nord, et comme ça on garantissait un pseudo-confort. C'est tout à fait ça. C'est le bioclimatisme, c'est la base du bioclimatisme, prendre les apports solaires. Donc avoir ces façades vitrées plein sud. Ouais. Mais réellement, c'était surtout l'occupation permanente du local et de la maison qui permettait d'avoir des apports toute la journée de chaleur, notamment dans la maison. Ce qui est différent aujourd'hui. Les tables à côté de la maison d'habitation. Aujourd'hui, les étables, on les met loin des maisons d'habitation. Mais souvent, il y avait même une porte qui passait de la cuisine à l'étable pour chauffer. Ça dégageait beaucoup de chaleur, les bêtes. On cherchait tous les apports solaires, que ce soit par le biais du soleil, donc via les surfaces vitrées, les apports externes via donc, le bétail éventuellement, et aussi l'intégration dans les pentes. Souvent, on y pense assez peu, mais pourquoi on a des contre-terriers, donc des murs semi-enterrés. C'était pour les protéger, notamment des murs nord qui sont souvent semi-enterrés. Alors là, on est en train déjà de parler de ce qu'il ne faut pas faire finalement, c'est-à-dire casser ce qu'ont fait les anciens. J'aimerais qu'on parle de la rénovation énergétique, parce que c'est peut-être là le nerf du sujet. On a aujourd'hui envie de vivre comme quelqu'un qui vit dans une maison neuve, mais dans de l'ancien. Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Quand on veut garantir cette circulation des énergies, chauffer une maison, sans pour autant tout gâcher, il y a des règles à respecter, des erreurs à ne pas commettre? Oui. La première, c'est vraiment la gestion de l'humidité dans les murs. C'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête. C'est la pierre angulaire d'une réussite d'une rénovation thermique dans du bâti ancien. Il faut absolument garantir la migration de l'eau à travers les parois et l'évacuation éventuelle dans l'air du volume chauffé. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas à un mur de respirer? Pas du tout, au contraire. Il faut absolument qu'il respire. Et si on a le malheur d'emprisonner l'eau dans les murs, on va vers des pathologies graves. Je pense notamment à la mérule, par exemple, un champignon qui attaque les pièces de bois de la maison et qui provoque des catastrophes. Donc vraiment, la première des choses à faire, c'est de garantir l'émigration de vapeur d'eau, voire d'eau liquide. C'est normal. On n'est pas dans du bâti moderne où on a des ruptures de capillarité. Il faut laisser absolument franchir l'eau. Parce que finalement, un mur peut agir par capillarité en absorbant de l'humidité, qui peut être soit sous forme d'eau, soit sous forme de vapeur. Gazeuse, ouais. Hein, soit sous forme gazeuse. Dans les années 70, le Graal, alors là, vous avez forcément vu ça dans vos villages, vos hameaux, même en ville d'ailleurs, on utilisait le béton. Ah, ça c'était la matière que tout le monde utilisait. Moi j'habite dans un hameau où toutes les maisons sont collées, et puis quand il y avait un pignon qui n'était pas collé à une autre maison, clac, un crépi en béton. Aïe. Aïe, bien sûr, et doublement aïe. Premièrement, ça a été un phénomène de mode dans les années 60-70, ok, pas de problème. Il faut rappeler une chose, on en parlait tout à l'heure ensemble, les pierres apparentes, en fait, ça n'a jamais réellement existé dans le bâti ancien. Les murs étaient souvent enduits, mais ils étaient enduits à la chaux. Et la chaux laisse respirer contrairement au ciment? La chaux laisse respirer, elle laisse passer la vapeur d'eau. Il y a un phénomène qu'on appelle l'effet de mèche lié à l'enduit, c'est-à-dire qu'on augmente les surfaces d'échange vers l'extérieur, donc on augmente les capacités du mur à évacuer ces excès d'eau. D'où l'intérêt d'avoir une protection, une deuxième peau, le mur fait l'enduit à la chaux. Les joints, malheureusement, ne permettent pas ça, ou très peu, ou à la marge. Et l'erreur fatale, c'est effectivement l'usage du ciment qui, lui, va complètement emprisonner l'eau dans la paroi. Est-ce que c'est rattrapable quand on a acheté une maison qui a été rénovée, restaurée dans les années 70, que les joints entre les pierres ont été faits en béton, c'est le cas chez moi. Est-ce que c'est rattrapable ou pas, ça? Oui, alors on a des actions correctives pour améliorer ça. Il faut évidemment, si on peut, enlever ces enduits, au moins sur la base du mur. Pourquoi? Parce qu'on a ce phénomène de capillarité qui vient de la fondation et qui, logiquement, doit se permettre d'évacuer ces excès d'eau sur le premier mètre, j'ai envie de dire, de la paroi. Ouais. Donc, travailler déjà sur ce premier mètre, ça évite de faire des dépenses pharaoniques, parce que c'est très cher, effectivement. Oui, pour m'être renseigné, effectivement, c'est des bons conseils. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant, finalement. Aujourd'hui, on sait, donc on ne reproduit pas les erreurs des années 70, et du coup, ça coûte moins cher de bien faire, plutôt que de défaire et de refaire, bien évidemment. Quand on a une maison ancienne, on respecte les matériaux du cru, vous l'avez dit, on fait appel à des artisans qui ont un véritable savoir-faire, et on se renseigne auprès de gens
qui sont des experts comme vous, et puis souvent, parce que c'est plus que tendance, on a envie d'utiliser une isolation écologique, des matériaux qui respectent l'environnement. Ça va avec le bâti ancien ? Oui, c'est évidemment, puisqu'on est sur une base de matériaux naturels, on n'est pas contre nature lorsqu'on va utiliser des matériaux isolants naturels. Après, il faut quand même respecter malgré tout, encore une fois, cette problématique de l'eau, de l'humidité. Pour vous, c'est la première problématique. Oui. Totalement. Si on élimine... Alors, il faut savoir une chose. À partir du moment où on a une saturation en eau de l'air dans une maison, on a tendance, on est obligé d'augmenter la température de consigne pour avoir du confort thermique. Parce que le ressenti est plus bas que la température affichée. Exactement. À cause du taux d'humidité. Tout à fait. C'est pour ça que dans les maisons anciennes, souvent, on a un petit plaid quand on regarde la télé, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est lié souvent Karine, à cet excès d'eau. ne dites pas non. Vous regardez la télé avec un plaid. Ouais, c'est du vécu. Moi aussi, mais oui, évidemment, avec ma tisane du soir, mon petit plaid. Oh, vous me verriez, je suis tout mignon. Incroyable, mes charentaises, évidemment, ça va avec. Alors, on me dit dans l'oreillette, ça fait jeune. Oui, les charentaises, c'est tendance. IGP Charente Périgord, je peux te dire qu'il y en a certaines qui sont canons. L'isolation à la paille. L'isolation à la paille, c'est bien ou pas, Pierre ? Oui, pourquoi pas. Après, on l'utilise assez peu. C'est plutôt sur du bâti neuf, hein, la paille. On peut l'utiliser sur une isolation de combles, par exemple, de combles perdus, mais c'est assez rare, en fait. Alors, on va conclure pour ceux qui nous regardent. Allez, 3 conseils pour ne pas commettre d'erreurs et respecter le bâti ancien, le savoir-faire, les matériaux. 3 conseils pour ceux qui nous regardent et qui disent « Ah, j'achèterais bien une maison ancienne » ou « Qu'est-ce que je peux faire de la mienne ?» Ben, le premier conseil, c'est encore une fois bien observer son bâtiment, prendre le temps de la réflexion pour trouver les actions correctives qui vont permettre vraiment d'obtenir un confort thermique et ne pas hésiter à consulter des services comme les CAUE par exemple ou les espaces info-énergie pour partir sur de bonnes bases. Les dernières questions, la pire erreur que vous voyez, la plus commune, parce que ça c'est vraiment le truc qui va tous nous servir quand on regarde de l'ancien, la pire erreur ? Alors, la pire erreur, c'est de boucher les fenêtres de cave. Voilà, sachez-le, ne jamais boucher des fenêtres de cave parce qu'on emprisonne de l'humidité dans ces pièces-là et c'est là où on a les problématiques de mérules, de champignons et d'altération des travées en bois, des poutres. Alors, autre question, pardon, je disais que c'était la fin, mais je suis un peu monsieur plus parce que c'est hyper intéressant. Souvent, les fenêtres des combles, en fait, il y avait un petit cadre avec du grillage. Et moi, dans ma maison, j'ai fait mettre une vitre. C'est bien ou c'est pas bien ? Les combles, comme les caves, sont des volumes dits tampons dans le bâti ancien. Vous pouvez me dire que c'est une connerie, hein ? Non, j'oserais pas. Mais c'est pas à faire. C'est à éviter. D'accord, Quand on n'a pas d'aménagement dans ces pièces-là, il faut toujours les laisser respirer au maximum. Sauf quand les caves et les combles. Quand on a des périodes de grand froid, on peut se permettre de boucher, mais toujours sur des périodes assez courtes. Écoutez, le plus ancien de cette équipe qui me parle dans l'oreillette me dit que ça, tout le monde le sait. Donc évidemment, Éric Vigneron, et il s'y connaît en rénovation, je peux vous dire, et en restauration. Ça, je peux vous dire que... Merci beaucoup, Pierre Perrat.